Qui dit qu'il y a un bord et pourquoi supposer qu'il y en ait un? Est-ce parce que lorsque le concept de la Terre plate nous est expliqué, il est toujours présenté de cette manière? Dans le modèle actuellement le plus accepté, l'Antarctique n'est pas un continent, mais une masse de glace de 360 degrés qui retient les océans à l'intérieur. Quand on regarde la carte de Gleason, qui date de 1892, on voit indiqué dans le haut qu'elle est scientifiquement et pratiquement correcte, telle qu'elle. On peut y voir le rebord de glace de l'Antarctique. La carte de Gleason est fondamentalement une projection azimutale équidistante, dont l'origine remonte à l'an 1000. La carte AE est également la carte officielle de l'United States Geological Survey, USGS, ainsi que le logo officiel de l'Organisation des Nations Unies. Le plus ancien globe connu dans le monde date de 1492. Ceci est quelque chose que vous devez garder à l'esprit, car beaucoup de gens soutiennent que la carte de l'azimutal équidistant est juste une version aplatie du globe, alors qu'en fait c'est le globe qui est juste une version arrondie de cette véritable carte plane du monde. Si la carte du monde plat est venue en premier avec la capacité de se convertir en un globe sans aucun problème, alors ceci devrait vous donner une idée de la manière dont la Dupree a pu être réalisée. Maintenant, revenons à la question, y a-t-il un bord ou pas? Il n'y a aucune preuve qu'il y ait un bord, une fois passé le mur de glace de l'Antarctique. Mais il est supposé par beaucoup que le plan sur lequel nous vivons est soit extrêmement étendu, soit sans aucune limite. Dans ces deux scénarios, il est logiquement envisagé que de la masse terrestre a été cachée au grand public. Dans une interview de 1954 avec l'admiral Richard E. Byrd, un officier de la marine américaine spécialisé dans l'exploration, celui-ci avait ceci à dire. Mais étrangement, il reste dans le monde une zone aussi grande que les US, qui n'a jamais été foulée par l'homme, qui se trouve au-delà du pôle, de l'autre côté du pôle sud, depuis l'Amérique centrale. Et je trouve tout à fait surprenant qu'il y ait une aussi grande zone inexplorée, insinuant qu'il y avait plus de masse terrestre au-delà de l'Antarctique. Si cette terre inhabitée était sur un globe, elle se situerait dans l'océan Indien. Une découverte récente d'une ancienne carte bouddhiste dans un journal de 1907 semble soutenir l'idée d'une vaste plaine avec beaucoup de terre. Où le Soleil va-t-il si la Terre est plate? Bien, le Soleil ne se lève ni ne se couche, mais se déplace sur un circuit dans le sens des aiguilles d'une montre, d'est en ouest. Le lever et le coucher sont une illusion causée par la perspective. Le Soleil disparaît au point de fuite de la perspective humaine sur l'horizon, là où le sol rencontre le ciel, et puisque le Soleil n'est pas à 150 millions de kilomètres. Je répète, pas à 150 millions de kilomètres, mais beaucoup plus proche et plus petit. La lumière qui en émane n'éclaire qu'environ la moitié de la surface plane, le long de son parcours quotidien. Vous n'avez pas l'impression qu'il vient vers vous? Le Soleil naviguant au-dessus de la Terre plane.
Qu'y a-t-il sous la Terre plate? Ceci est évidemment une question à laquelle on ne peut répondre, puisque les bords présumés n'ont a priori jamais été atteints. Mais beaucoup de gens supposent que ronde ou plate, de toute façon, la Terre flotte dans l'espace. Sauf que l'idée de l'espace passe par la fenêtre avec la théorie du globe. De nombreux textes religieux soutiennent une Terre immobile qui a ses fondements là où elle est posée et ses piliers par lesquels elle est supportée. Nous ne le savons tout simplement pas, mais ce que nous savons, c'est qu'elle est évidemment fixe. Ce que nous pouvons dire par notre expérience quotidienne du non-mouvement, ce que nous voyons dans le ciel au-dessus, sont des objets lumineux faisant des cercles autour de nous, juste comme il semble. Quel que soit ce lieu, c'est le centre de toute notre recherche. Certains disent que la Terre est le sol de l'univers. L'hébreu ancien conçoit l'univers comme étant entouré par les eaux du dessus et les eaux du dessous, connues comme la grande profondeur. Le trou le plus profond jamais foré dans le sol a atteint un total de 12 km. Le noyau même de la Terre n'est rien de plus qu'une pure spéculation, pour ne pas dire un mensonge malveillant. Donc qu'y a-t-il sous la Terre? Cela reste un mystère pour nous tous. Mais une autre chose qu'il est possible de rechercher est ce qu'il se trouve à l'intérieur du sol. Des bases militaires souterraines de plusieurs milliards de dollars, connues sous le nom de DUMBS, D-U-M-B-S. Les bateaux et navires ne disparaissent-ils pas à l'horizon? Ceci est également dû à la perspective humaine. Ils ne franchissent pas l'horizon, ils se fondent avec l'horizon, allant au-delà de la limite de l'horizon, dépassant ainsi son point de fuite. Les bateaux et navires redeviennent tout de suite visibles avec une paire de jumelles, un télescope ou tout appareil photo avec un bon téléobjectif. Une grande question à se poser est pourquoi n'apercevons-nous pas une rotondité évidente à partir de 36 km d'altitude, alors que beaucoup de gens prétendent que la courbure supposée peut être vue à partir du sol en regardant les bateaux. Cela n'a aucun sens. Et toutes les images de la Terre? Ce sont toutes clairement des images générées par ordinateur. Ils prétendent que cette photo prise d'Apollo 17 en 1972 est authentique, et que cette instantanée de la Terre en 1975 l'est également. Mais l'employé de la NASA, Robert Simon, nous a donné un aperçu de leur procédé alors qu'il partageait son expérience de la naissance de Marbre Bleu 2.0 en 2002. On le surnomme maintenant Monsieur Marbre Bleu. Il a été interviewé et a déclaré pendant l'enregistrement: « La dernière fois que quelqu'un a pris une photo depuis un point au-dessus de l'orbite basse terrestre montrant un hémisphère entier sur un côté du globe était en 1972, lors de la mission d'Apollo 17. Le système d'observation terrestre de la NASA, c'est-à-dire les satellites de l'EOS, a été conçu pour créer une photographie de la santé de la Terre. En 2002, nous avons été capables de rassembler suffisamment de données pour créer un aperçu de la planète entière. Donc, nous l'avons fait. En 2002, Marbre Bleu 2.0. Rob Simon, de la NASA, l'a réalisé. Son job est de prendre des photos brutes et d'en faire des images. Voilà ce que c'est. Faire un composite de données brutes provenant de plusieurs instruments pour en faire une image. Donc en fait, on a dû enlever les nuages. Ils ont mis les nuages de côté et ont placé l'océan, qui vient d'un instrument mesurant le phytoplancton dans la mer. Pour un niveau faible, j'ai augmenté le bleu foncé, car il se trouve au milieu de l'océan la plupart du temps. Et pour un niveau plus haut, c'est un peu plus vert brillant. Ensuite, on rajoute les nuages. Mais il y a un léger problème, car il existe un petit décalage entre chaque orbite, donc on les peint. C'est photoshopé, mais on n'a pas le choix. Ensuite, on a un calque pour simuler l'atmosphère. Et puis, il y a cette tache lumineuse, appelée le surligneur spéculaire. C'est la réflexion du soleil sur l'eau. Ça, ce sont les éléments, mais on ne peut pas juste les fourrer tous ensemble. Ça n'est pas réaliste. C'est trop plat, les nuages sont transparents, donc j'utilise beaucoup mon clavier. Il faut de l'art pour créer le monde.
Voilà comment je l'imagine. Malheureusement, je ne suis pas un astronaute. Je ne suis jamais allé dans l'espace. Mais j'ai regardé ces images encore et encore pour en comprendre l'essence. C'est photoshopé, mais il faut que ça le soit. Pourquoi les autres planètes sont-elles sphériques? Lorsque vous comparez des images d'amateurs prises par des appareils de qualité professionnelle avec des images officielles de la NASA de planètes et d'étoiles, il est clair que les images de la NASA sont toutes générées par ordinateur, tout comme celles de la Terre. Ce que nous connaissons comme planètes sont en fait des lumières de formes arrondies qui semblent être posées au-dessus de la Terre plane. Ces soi-disant planètes et étoiles ne sont pas ce que l'on nous a dit. Et faire la comparaison de ces objets lumineux dans le ciel avec la Terre qui est sous nos pieds pour tenter d'en prouver sa prétendue rotondité est très inefficace. Puisqu'il n'existe aucune photo réelle de la Terre et que son mouvement n'a jamais été ressenti ou prouvé, il semble logique pour quelqu'un de croire que nous vivons sur une surface plane immobile et que tout ce que nous voyons dans les cieux tourne autour de nous. Quid des satellites et du GPS? Aussi fou que cela puisse paraître, les satellites sont un canular. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi il n'y a jamais de satellite endommagé ou décrochant de son orbite? Et pourquoi leur fonctionnement n'est pas altéré par les écarts constants de température entre le chaud et le froid? C'est surprenant qu'ils ne fondent pas dans la thermosphère qui est à plus de 2000 degrés. Et quand je me mets à regarder la Lune, je me demande pourquoi nous ne voyons jamais les satellites. Saviez-vous qu'il y a des milliers de kilomètres de câbles de fibre optique au fond des océans, par lesquels transite 90% de la communication globale, Internet, téléphone, etc. Le GPS, lui, fonctionne grâce à des tours cellulaires. C'est un système de triangulation. Vous avez dû remarquer ces grandes tours un peu partout, en vous demandant peut-être ce qu'elles étaient. La télévision par satellite n'est juste qu'un signal radio amélioré, géré par les tours au sol, comme la vieille antenne télé. L'auteur de science-fiction Arthur C. Clarke a proposé l'idée de satellite géostationnaire en 1945 dans un magazine appelé Un monde sans fil. Et 20 ans plus tard, en 1965, le premier succès de mise en orbite géostationnaire d'un satellite de communication fut annoncé. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y en a des milliers, mais la chose étrange est que vos efforts pour le prouver resteront vains. Merci de votre attention.